Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, après l'exemple donc, de l'albinisme, on va passer à une deuxième anomalie qu'on appelle la chorée de Huntington. Donc là aussi, nous avons un autre pedigree qui nous montre, un arbre généalogique, qui nous montre donc que dans cette famille donc, de 12 individus, globalement, donc nous avons la présence donc, de cette anomalie chez certains individus. Et nous allons, comme tout à l'heure, répondre donc à ces trois questions, à savoir, étudier d'abord le mode de transmission, autrement dit, la maladie est-elle autosomale, récessive ou dominante, cette chorée de Huntington, ou bien est-ce que cette maladie donc est portée par un gonosome ou par un autosome, c'est ce qu'on appelle la localisation, et nous allons en profiter pour donner quelques génotypes, n'est-ce pas, pour pouvoir vérifier que nous avons compris. Alors, premier élément ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, chercher est-ce qu'il y a un couple sain qui donne naissance à un enfant malade. Donc si nous regardons tout le pedigree, il y a pour les malades, il y a ces deux-là, leurs parents, les deux parents sont malades. Il y a celui-là, son père est malade. Donc on n'a pas, même si ce n'est pas une condition suffisante, elle est nécessaire. Ne pas avoir ça est une condition nécessaire pour passer à l'étape selon laquelle la maladie semble être dominante. Même si c'est encore une fois, il n'y a pas un raisonnement certain pour le moment. Alors, donc, le deuxième indice est aussi là. Donc, premier indice, il n'y a pas de couple sain qui donne naissance à un enfant malade. Deuxième indice, la maladie est présente à toutes les générations. Ici, la première génération, la deuxième génération et la troisième génération, nous voyons tous qu'il y a présence au moins d'un individu malade. Et que tout individu malade a au moins un parent qui est malade. Donc, deuxième indice. Mais tous ces deux indices que je viens de donner ne sont pas des preuves tout à fait exactes, même si c'est des indicateurs de dominance d'un allèle. Par contre, il y a une possibilité ici de démontrer que l'allèle est dominant. C'est le fait que deux individus malades donnent naissance à une fille qui est saine. Ce cas de figure, si vous le voyez dans un pedigree, c'est une preuve irréfutable que vous avez affaire à une hérédité liée donc avec une maladie qui est liée à une maladie qui est ici gouvernée par un gène dominant. Ici, on voit que le caractère que cette femme a, c'est le caractère sain. Donc c'est une femme saine, disons-le comme ça. Ce caractère absence de la maladie est présent chez les parents, puisque donc on parle d'hérédité. Ça veut dire que si cette femme est saine, le caractère qu'elle porte, à savoir le fait qu'elle soit saine, donc individu sain, est présent, ce caractère est présent chez les parents, puisque c'est de la génétique. Donc, ce caractère est présent mais masqué, donc il est récessif. Donc je ne démontre pas directement que l'allèle de la maladie est dominant, mais je démontre que l'allèle sain est récessif, puisqu'il est présent chez les parents mais masqué. Par conséquent, l'allèle dominant ici, c'est l'allèle de la maladie. Donc je ne sais pas si vous avez compris le raisonnement, mais c'est une façon de prouver ici que si les deux parents, si la maladie, supposons, si la maladie était récessive, les deux parents seraient homozygotes et porteurs donc de l'allèle de deux allèles de la maladie. Donc, il faudrait forcément aller donner l'allèle de la maladie à l'individu 11. Si l'individu 11 est sain, cela veut dire que le caractère sain est présent chez les parents. Mais pourquoi il ne s'exprime pas? Parce que les deux parents sont malades. Parce qu'il est récessif. Par conséquent, je ne sais pas si vous voyez la méthode indirecte pour démontrer que l'allèle est dominant. Si un allèle sain est récessif, mais ça veut dire que l'allèle malade est dominant. Voilà le raisonnement qui permet ici de montrer que la chorée de Huntington est gouvernée donc par un allèle ici qui est dominant. Ce qui nous permet, comme d'habitude, de nommer ici l'allèle malade grand H et l'allèle sain petit s. Donc là, voilà
pour cette première étape, nous savons maintenant que l'allèle de la maladie est porté par un chromosome, donc est dominant. Alors, la deuxième étape consiste maintenant à étudier ce qu'on appelle le mode de transmission. Le mode de transmission. Alors, la localisation, pardon. Donc ici, après le mode de transmission, la localisation ici, on utilise la même technique que tout à l'heure. Première hypothèse, l'allèle responsable de la chorée de Huntington est porté par le chromosome Y. Dans ce cas, tout homme malade aura son père qui est malade. Mais également, tout homme sain doit avoir son père qui est sain. Cette hypothèse est invalidée par ces deux-là. Ils sont sains, alors que leur père est malade. Si c'était porté par Y, leur père doit leur donner, à l'instar de leur frère, doit leur donner le chromosome Y malade, ce qui n'est pas le cas. Donc l'hypothèse selon laquelle l'allèle malade est porté par le chromosome Y est rejetée, invalidée. Deuxième hypothèse, supposons que c'est porté maintenant par le chromosome X. Dans ce cas, on fait un raisonnement simple. Tout père malade aura donc un X portant un allèle dominant malade. N'oublions pas qu'un père donne à tous ses garçons Y, mais à toutes ses filles X. Donc, cet homme-là, son X malade doit être transmis à sa fille, ce qui n'est pas le cas. Et comme vous le savez, si cet homme avait comme génotype X grand H Y, cette femme doit avoir au minimum un X grand H. Or, il suffit d'avoir un X grand H pour être malade. Et là aussi, je ne sais pas si vous voyez le raisonnement, cette femme étant saine, impossible. Donc, l'hypothèse selon laquelle le gène est porté par le chromosome Y et X est également invalidé, ce qui nous permet de conclure qu'on a une hérédité dominante autosomale. Donc la chorée de Huntington est une hérédité dominante autosomale, donc portée par un couple d'autosomes. Ce qui nous permet là aussi, comme tout à l'heure, de donner les génotypes possibles. Parce que là aussi, cela permet de faciliter la tâche de l'élève de donner les génotypes possibles. Il suffit là, par exemple, de savoir qu'un individu peut être malade et homozygote. Dans ce cas-là, l'individu sera malade. Un individu peut être hétérozygote, mais quand même malade parce que l'allèle est dominant. Donc là, il n'y a pas de porteur sain. Quand une maladie est dominante, il n'y a pas de porteur sain parce que porter la maladie, elle s'exprime. Et les personnes saines sont donc SS, donc c'est le génotype sain. Donc ce qui veut dire que dans notre pedigree, tous les individus sains, c'est-à-dire l'individu 2, l'individu 5, 6, 7, 8, 11 et 12, tous ces individus auront S parce que c'est des individus sains, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas un seul exemplaire de la maladie, sachant qu'elle est dominante. Alors, est-ce qu'ici on peut trouver des individus qui sont hétérozygotes? Oui, parce que ce couple a donné naissance à des garçons et une fille ici qui sont SS. Par conséquent, ça veut dire que le père est hétérozygote HS. De la même façon, avec le même raisonnement, nous pouvons deviner ici que le fils est hétérozygote parce que sa maman est SS. Donc sa maman lui donne forcément S. Donc ce garçon ou cet homme est hétérozygote HS. Même raisonnement pour la mère, elle a une fille saine, par conséquent, elle a S parce que la fille est SS. Donc elle a reçu S de son père, S de sa maman. Donc sa maman, puisqu'elle est malade, a H également et hétérozygote. Les cas où on peut hésiter, c'est les cas 9 et 10. Parce que les cas 9 et 10, nous n'avons pas leur descendance, nous n'avons que leur ascendance et nous pouvons constater que les deux sont malades. Par conséquent, pour les deux individus-là, on a des génotypes ambigus, ce qu'on appelle génotypes ambigus, puisque
Les deux H de leurs parents peuvent se retrouver chez ces deux-là, mais également un H suffit pour les rendre malades, l'autre parent ayant donné un S. Donc ici, pour les deux 9 et 10, on a deux possibilités, HH ou bien HS. Voilà pour ce deuxième exemple qui concerne donc la Corée de Huntington. W suivi d'école au Sénégal.